Bonjour Vincent Gesser. Bonjour. Le juge d'instruction rattaché au pôle terroriste vient d'émettre une série de mandats de dépôt contre les personnalités arrêtées ces derniers jours, activistes, responsables politiques, hommes d'affaires, accusés de complot contre la sécurité de l'État. Comment vous interprétez ces nouvelles arrestations? C'est un message adressé à la classe politique, à la société? Voilà ce qu'il en coûte de s'opposer au chef de l'État en Tunisie? On peut dire, oui, effectivement, qu'on est passé à une étape supérieure du processus de répression, je dirais à la fois de l'opposition, mais aussi de toute personnalité indépendante qui pourrait éventuellement faire de l'ombre au président de la République. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est important de le dire, que les personnes qui sont aujourd'hui visées ne sont pas des opposants radicaux, ne sont pas des personnes qui veulent renverser par un coup d'État militaire ou autre le chef de l'État. Ce sont pour la plupart des démocrates libéraux, centristes, avec effectivement quelques islamistes légalistes, mais surtout des personnalités publiques connues en Tunisie, et que là, le président de la République fait clairement comprendre toute personne qui s'opposera ou qui émettra un avis critique à mon égard sera réprimée. Donc voilà, le président, comme il l'a fait maintenant depuis 2 ans ou un peu plus, instrumentalise l'appareil judiciaire avec le motif effectivement de complot, de terrorisme, tout ce qui peut aller avec, pour faire taire toute voix dissidente dans l'espace public en Tunisie. Le bâtonnier des avocats dans le pays dénonce ces arrestations en affirmant qu'elles ne respectent pas la Constitution. La justice mise au pas, vous venez de le rappeler, le Parlement vidé de ses pouvoirs, des journalistes arrêtés. Qui pour s'opposer aujourd'hui au président Kais Saied en Tunisie? Y a-t-il encore des contre-pouvoirs? Alors, des opposants, il y en a. Il y a effectivement eu un front de salut qui est là, qui regroupe la plupart des oppositions. Il y a surtout le syndicat des salariés, l'Union générale du travail de Tunisie, l'UGTT, qui, comme je le rappelle souvent, est une organisation qui est implantée du nord au sud, dans le service public, dans le service privé, dans tous les secteurs, je dirais, professionnels en Tunisie. Il y a encore des organisations entre guillemets de la société civile, mais qui sont un peu broyées par la machine. Et d'ailleurs, la stratégie du président, en fait, c'est de faire peur. En fait, ce n'est pas simplement d'arrêter les gens, de les mettre en prison pour avoir des aveux. D'ailleurs, quels aveux pourrait-il donner d'un complot imaginaire, si je puis dire? Mais c'est finalement de faire peur aux gens, finalement de réduire comme peau de chagrin toute possibilité, tout espace d'expression publique dans la société tunisienne. Donc on est vraiment dans une stratégie, on pourrait dire, de harcèlement qui consiste aujourd'hui à faire que finalement les Tunisiens, y compris ceux qui sont les plus engagés, qui sont des porte-parole de la société civile, finissent par se dire c'est trop risqué. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a encore des voix dissidentes, il y a encore des gens qui osent s'exprimer, qui osent critiquer le président, qui osent réclamer le retour à la démocratie. Mais en tout cas, le président, lui, veut faire taire toutes ces voix dissidentes et, je rajoute, indépendantes, parce qu'il n'y a pas que des opposants à Kais Saied qui, aujourd'hui, sont inquiétés par la répression. Vincent Gesser, est-ce qu'on a une idée de la façon dont est perçu par les Tunisiens, par les citoyens, ce raidissement du régime, cette dérive autoritaire? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement des gens qui l'ont soutenu le 25 juillet 2021, ce qu'on appelait le coup d'État de Kais Saied, qui aujourd'hui considèrent qu'il est allé trop loin dans l'attaque des opposants, dans l'attaque des personnalités de la société civile, aussi parce qu'il a échoué sur le plan social-économique. La Tunisie est dans un état catastrophique sur le plan économique et qui aujourd'hui, finalement, le critiquent, ne le soutiennent plus du moins. Et puis, il y a toute une partie de la population qui n'ose pas trop s'exprimer, qui dit oui, finalement, d'accord, on attendait autre chose de ce monsieur-là, mais il est quand même mieux que les autres. Et les autres, c'est les opposants. Donc, finalement, la force du président aujourd'hui, c'est pas tant qu'il est populaire, il n'est plus populaire comme il l'était il y a quelques mois. Il n'a plus cette base de popularité dans la population tunisienne, mais malheureusement pour, je dirais, les gens qui le critiquent, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas retrouvé une véritable popularité. C'est-à-dire que le président profite très largement de la mauvaise image de l'opposition, qu'elle soit fondée ou pas fondée d'ailleurs, pour pouvoir justement développer sa politique de répression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas plus crédibilisée ou crédible qu'elle ne l'était il y a quelques mois, et le président utilise cette faille pour réprimer. Ce qui a fait un peu basculer ces quelques jours, c'est ses déclarations sur les migrants subsahariens,
qui effectivement a entraîné une forte approbation d'une partie de la population sur des déclarations assez xénophobes et racistes qui ont été plutôt approuvées par une partie de la population, mais qui ont fait quand même aussi basculer des gens de la société civile en disant cette fois ça va trop loin. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de Tunisiens restent dans une position d'expectative, d'attente, voire même, on pourrait dire qu'en Tunisie, il y a très progressivement un retour de la peur qui s'instaure et qui fait que même si les gens ne soutiennent pas le projet, entre guillemets, ou la rhétorique complotiste du président de la République, ils sont quand même très prudents et ils n'osent pas non plus s'opposer au président. Voilà dans la situation, pour être tout à fait exact, dans laquelle est aujourd'hui la société tunisienne par rapport au président de la République. La peur qui s'installe dans la société tunisienne, la peur qui s'installe chez les plus faibles aussi, vous venez de l'évoquer, ces propos très virulents, ces déclarations fracassantes ciblant les migrants. Depuis, on apprend que des ressortissants subsahariens ont été mis hors de chez eux par leurs propriétaires. Des ressortissants ivoiriens, nous dit-on, affluent vers l'ambassade de leur pays à Tunis dans l'espoir d'une opération de rapatriement. Alors, des propos racistes, des propos xénophobes, il y en a dans tous les pays, mais là le signal, il est donné au sommet de l'État. Comment espérer une quelconque protection quand ces attaques émanent du président lui-même ? Comme vous le dites vous-même dans votre question, le racisme, la xénophobie n'est pas propre à la Tunisie, n'est pas propre au Maghreb, et ça serait faire un mauvais procès aux pays du Maghreb que de dire que finalement ce type de propos est particulier. On voit bien en France, il y a eu même des personnes en France et en Europe, pas seulement en France, des personnalités publiques qui ont pu tenir des propos xénophobes. Mais là, c'est un chef d'État, c'est un président de la République en fonction qui non seulement va tenir des propos, on pourrait dire classiquement sécuritaires sur l'immigration que nous connaissons ailleurs, mais en plus des propos prétendant que les subsahariens menaçaient l'identité arabo-musulmane de la Tunisie, prétendant qu'ils allaient remplacer démographiquement la société tunisienne. C'est-à-dire que l'idée d'un fantasme du grand remplacement, un chef de l'État en fonction qui reprend la thèse du grand remplacement, c'est ça. Là, on y a vraiment atteint un stade qui est quand même inédit dans toute l'histoire, je dis bien dans toute l'histoire de la Tunisie. Il y a eu des déclarations parfois xénophobes, des tensions identitaires avec la France ou d'autres pays, c'est vrai, mais il n'y avait jamais eu de Bourguiba jusqu'à Béji Caïd Sebsi de telles déclarations. Et c'est la première fois. Et là, les Tunisiens, et c'est vrai qu'il y a eu des tas de réactions positives sur les réseaux sociaux pour condamner ces propos, pour se dire mais qu'est-ce qui se passe en Tunisie ? Et le mot le plus fréquent, le plus récurrent qu'on voit aujourd'hui en Tunisie, chez beaucoup d'acteurs de la société tunisienne, nous avons honte. Nous avons honte de ces propos. Le mot honte, c'est le mot le plus récurrent. Surpris qu'un chef de l'État puisse effectivement tenir... Et effectivement, la conséquence, c'est vrai, des migrants subsahariens qui ont peur, qui se cachent. Ce matin, j'avais une interlocutrice tunisienne qui me disait que sur des lieux publics où les migrants se retrouvaient le samedi, il n'y avait personne. Des migrants qui demandent à d'autres Tunisiens de les protéger, donc ce qui prouve qu'il y a quand même encore de la solidarité. Des migrants qui demandent à rentrer, à être rapatriés chez eux. Des migrants et des associations de migrants qui publient des communiqués aujourd'hui pour dire ne sortez pas trop tard le soir, ou quand vous sortez, faites attention, ne sortez pas trop groupés, ne vous faites pas remarquer. Donc on est vraiment dans une situation de peur profonde de la part des migrants subsahariens qui effectivement se trouvent complètement désœuvrés et ont peur d'être dénoncés, arrêtés, incarcérés, expulsés à tout moment, sans parler alors ça touche des migrants qui n'ont pas de papier, mais ça touche aussi des migrants parfaitement légaux qui, du simple fait de leur faciès noire, peuvent se faire arrêter, se faire contrôler et se faire parfois violenter. Et c'est vrai que c'est une situation inédite dans toute l'histoire de la Tunisie, ce n'était jamais arrivé. L'Union africaine, ce samedi, s'est dite choquée. Elle rappelle qu'elle attend de ses pays membres qu'ils s'abstiennent de tout discours haineux, de discours racistes. Quelle image la Tunisie, en tout cas singulièrement son président, offre-t-elle à l'international aujourd'hui ? Elle est brouillée, cette image. Elle est brouillée vis-à-vis de ses alliés occidentaux qui considèrent que la Tunisie va trop loin dans ce qu'on appellerait la répression. Et puis surtout, je pense aux États-Unis, je pense à l'Allemagne, je pense à beaucoup de pays européens et aussi au Canada, j'ai oublié, qui considèrent que finalement la Tunisie était un peu un modèle démocratique, entre guillemets, et qu'aujourd'hui tout cela a été cassé. C'est aussi vrai de certains de ses alliés arabes, et notamment où le président de la République a rompu avec certaines traditions diplomatiques
avec ses voisins, notamment maghrébins, concernant certains dossiers chauds. Et de ce point de vue-là, c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les pays africains qui avaient plutôt une bonne image. C'est une image qui est totalement rompue aujourd'hui et que Kais Saied a, je dirais, effacée par un discours qui était quand même unique en termes de xénophobie d'État, faut-il bien le dire. Et dernière question, Vincent Gesser. Pourquoi, selon vous, le chef de l'État s'est-il choisi cette nouvelle cible? Alors, ça m'avait été. Alors, je discutais avec beaucoup de gens qui travaillent sur la Tunisie, qui sont d'ailleurs eux-mêmes parfois tunisiens, c'est souvent d'ailleurs tunisiens, et ils me l'avaient dit. Il y a 2 semaines, je vous dis que cette anecdote, j'avais un interlocuteur qui est quelqu'un qui est peut-être le meilleur connaisseur des dossiers sociaux et politiques tunisiens, et il me dit la prochaine cible, c'est les migrants subsahariens, parce que tout simplement, aujourd'hui, la rhétorique conspirationniste est devenue une rhétorique majeure dans la pratique politique du président. Donc finalement, face à une situation sociale et économique de plus en plus difficile, face à l'absence de perspectives nouvelles en termes social-économiques, face aux grandes difficultés que connaît la Tunisie, eh bien, finalement, il est tentant pour le président de désigner des boucs émissaires. Le syndicat, l'UGTT, les partis politiques, les ONG, toutes les ONG sont accusées aujourd'hui d'être des représentants du parti de l'étranger en Tunisie. Et puis, effectivement, le maillon faible, les migrants subsahariens, les illégaux comme les légaux. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la répression ou le discours de haine qui vise les migrants subsahariens s'inscrit dans la logique d'un discours conspirationniste qui vise à rechercher des responsables tunisiens ou étrangers d'une crise sociale et économique qui est pourtant due principalement à l'absence de véritables politiques publiques. Demain, ça sera encore autre chose, mais aujourd'hui, c'est les subsahariens qui sont le maillon faible, puisqu'ils sont dans une situation déjà de précarité. Donc on rajoute à la situation de précarité à une situation de réprimés. Et je dirais que c'est dans la logique, malheureusement, de discours, de la rhétorique, mais aussi de la pratique du pouvoir qu'a instauré ou qu'instaure Kais Saied depuis quelques mois. Vincent Gesser avec nous sur Midi 1 pour évoquer cette situation très particulière en Tunisie actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Gesser, d'avoir répondu à Merci. ces questions.